Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes bien sur RBS 91.9 et voici que commence votre émission de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Aujourd'hui, une émission tout à fait exceptionnelle. Nous allons rediffuser l'émission que nous avons proposée le 3 janvier 2017 qui a été enregistrée au Festival Strasbourg Méditerranée. A tout de suite à l'émission. La question posée est: est-ce que l'histoire et les mémoires sont des antidotes contre les discriminations? Nous avons rencontré le président de cette association, Monsieur Heidi Chenchabi, et voici ce qu'il nous en dit. Donc Heidi Chenchabi, président de l'Interréseau, qui organise cette rencontre à Strasbourg. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est que l'Interréseau? L'Interréseau est en fait un réseau national constitué de 8 réseaux régionaux à travers la France qui travaillent tous sur la même thématique, mémoire et histoire. En essayant à la fois de mobiliser à l'intérieur de chaque réseau des créateurs, des artistes, des associatifs, des historiens, et en essayant de produire des choses en lien avec cette thématique-là. D'accord. Du coup, quelles sont les associations qui sont membres de l'Interréseau? Alors, les associations membres de l'Interréseau, c'est Trace à Rhône-Alpes, Approche Culture et Transmission à Marseille, le festival Strasbourg Méditerranée qui fait partie, la région Île-de-France, à travers le réseau Histoire et Mémoire en Île-de-France, un réseau qui s'est monté dernièrement Champagne-Ardenne, le réseau de Toulouse piloté par Tactique Collectif, et notamment la dynamique autour du groupe Zebda. Voilà. Et quels sont les buts, les objectifs, les objets et les moyens d'action de ce réseau? Et aussi, quels sont les soutiens de ce réseau? Alors, ce réseau, à travers des rencontres comme celle-là nationale, est soutenu principalement par un certain nombre d'institutions travaillant sur nos thématiques. La DILCRA, qui est l'organisme d'État qui intervient sur tout ce qui est discrimination, antisémitisme, racisme. La CGET, qui est l'organisme qui intervient au niveau de la politique de la ville, et bien d'autres acteurs. Et les buts, les missions? Les buts, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que le travail des associations, le travail dans les régions, soit reconnu, valorisé et s'inscrive dans ce qu'on appelle l'écriture du récit national, de l'histoire nationale. Le travail à propos de quoi, du coup? Alors, le travail à propos de cette triptyque que j'ai évoqué, l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire des migrations et l'histoire aussi des quartiers populaires en France. Donc, du coup, votre association organise Utopie et Altérité pendant le festival Strasmed. Pourquoi vous l'organisez? Qu'est-ce que vous entendez et quelles sont les conséquences que vous espérez à court et à long terme? Alors, notre mode d'intervention est le même, c'est-à-dire quand on intervient en partenariat avec un des réseaux membres. Donc cette rencontre autour de l'Utopie s'inscrit dans le cadre du festival porté par le réseau de Strasbourg Méditerranée et participe à l'ouverture de festival à des associations, des acteurs venant d'autres régions. Et donc le débat, comme ce type de débat, concerne tout le monde, concerne toutes les régions. D'où la dimension nationale. D'accord. Quels sont les moyens de diffusion de ce colloque? Alors les moyens de diffusion de ce colloque sont de 3 ordres. Et on a notre site, bien sûr. On a aussi, on édite et on publie nos travaux. On a systématiquement des actes qui sont publiés, qui reprennent ces thématiques-là.
Où est-ce qu'on peut les trouver, les actes, du coup? On peut les trouver auprès du réseau national, de l'interréseau, qui a son adresse fournie dans ce beau programme de festival. Donc, vous les trouvez auprès du coordinateur national, qui est Mohamed Wadan, que vous avez vu tout à l'heure. Et est-ce que vous avez encore un mot à dire à propos de ce colloque ou du réseau? Je pense que l'articulation entre une réflexion régionale et une réflexion nationale est une bonne piste pour nous, pour à la fois décloisonner ce qui se passe dans votre région, partager les expériences et essayer de développer un mode d'action commun. Merci. De rien. Eh bien, voici venu le moment de notre toute première pause musicale et nous vous proposons d'écouter Chan Chan du Buena Vista Social Club. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société sur RBS 91.9. Pendant cette conférence, nous avons rencontré Carole Reynaud-Paligo, historienne à l'Université Paris 1. Nous allons entendre un extrait de sa conférence, puis l'interview que nous avons fait entre deux portes à l'entrée du restaurant. Un petit point sur les définitions, pour essayer de donner une définition du racisme. Qu'est-ce qu'on entend par racisme aujourd'hui ? Donc il y a plusieurs vocabulaires qui sont utilisés pour penser le rapport à l'autre. On parle souvent d'ethnocentrisme. Donc là, ça consiste tout simplement à valoriser sa propre culture, à mettre en avant ses propres valeurs. Mais ça ne s'accompagne pas forcément d'un rejet de l'autre. Le rejet de l'autre, on le trouve dans la xénophobie, mais c'est un terme qui est assez vague. On rejette l'autre, mais on ne sait pas toujours pourquoi, et on ne cerne pas bien les différentes formes que peut prendre ce rejet. Et puis on est arrivé donc à une définition du racisme, parce que c'est une question qui revient souvent. Quand commence le racisme? Quand peut-on vraiment parler, qualifier ces propos, ces actes de racistes? Et pour aboutir à cette définition du racisme, il nous semble donc qu'il faut prendre encore en compte trois éléments. Le premier élément, c'est la catégorisation. Donc on catégorise, on fait des catégories, on range les individus dans des catégories. Bon, jusque-là, ça pose pas trop de problèmes. Ce qui commence à poser problème, c'est qu'à chaque catégorie, on attribue des caractéristiques intellectuelles, morales, psychologiques, on dirait aujourd'hui des stéréotypes, et là, ça commence à poser problème. Et puis, quand on poursuit et qu'on hiérarchise ces catégories, qu'on dit que certaines catégories sont inférieures, supérieures, ou qu'on euphémise un petit peu cette hiérarchisation parce qu'on a changé de vocabulaire, mais qu'on valorise certaines valeurs de certaines cultures et qu'on dévalorise les autres, on est bien quand même dans un processus de hiérarchisation. Et la troisième étape, c'est l'essentialisation. C'est quand on fige les identités, quand on fige les caractéristiques qui deviennent naturelles, immuables, comme si finalement on rangeait les individus dans des boîtes, qu'on les enfermait dans des boîtes et qu'ils ne pouvaient plus en sortir. Voilà. Et puis il y a une autre notion que je vais aborder qui me semble importante, c'est la notion de racialisation. Et là, on est plus dans un processus, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur comment se fabrique le racisme ou la catégorisation qui aboutit au racisme. Donc, on parle là de construction sociale, donc on entre dans l'univers plutôt de la sociologie. Et ça veut dire qu'on ne pense pas que le racisme, c'est quelque chose de permanent, de linéaire. Ça a toujours existé, ça existera toujours. On n'est pas dans cette démarche continuiste, mais on est dans une démarche qui, à chaque fois, veut historiciser, c'est-à-dire qu'à chaque moment où se manifeste le racisme, on s'interroge sur le contexte. Quel est le contexte qui favorise l'émergence du racisme? Et puis, surtout, on s'interroge sur les acteurs sociaux. Qui est derrière ces phénomènes? Qui a intérêt à mobiliser, activer des catégories et à les racialiser?
Alors les acteurs, qui sont-ils? Mais on va le voir à travers quelques exemples. Ce sont par exemple les élites économiques, politiques, intellectuelles, scientifiques. Ce sont les médias. Et puis c'est aussi la société civile, parce que ça ne vient pas que d'en haut, que des élites. Ça fonctionne aussi, ces sociétés racistes fonctionnent parce que si la société civile, une partie d'entre elles, active ces catégories, les fait circuler. Je vais juste vous demander de vous présenter. Oui, je suis Carole Reynaud-Paligo, je suis historienne et sociologue et j'ai travaillé, j'ai été commissaire scientifique de l'exposition qui se tient jusqu'au 8 janvier au Musée de l'Homme à Paris, Nous et les autres, des préjugés au racisme. On a entendu dans votre conférence que la tolérance progresse globalement en France. Est-ce que c'est vrai pour toutes les catégories de Français? Enfin, quand je parle de catégories, j'entends les catégories ou les milieux, les catholiques, les prolétaires, les bourgeois, dans les banlieues, etc., etc. Alors oui, la tolérance, elle progresse globalement pour toutes les catégories, mais inégalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des catégories qui sont les plus stigmatisées, comme la catégorie Rome. Ensuite, la tolérance, elle varie. On est moins tolérant quand on vient de l'extrême droite. Elle varie selon le positionnement politique, en fait. Et on est, par exemple, moins tolérant quand on appartient à l'idéologie d'extrême droite. Donc il y a des variables, évidemment, à prendre en compte au sein de ce constat général d'une plus grande tolérance. Quels sont les éléments qui nous permettent de dire, justement, que la tolérance a avancé, en termes de discours, en termes de recevabilité? En fait, c'est basé sur des sondages. Les instituts de sondage, déjà dès les années 1950, 60, 70, ont montré cette tendance-là. Et les enquêtes plus récentes, autour de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui existe depuis les années 90, montrent une évolution aussi plus tolérante depuis les années 90. Donc c'est vraiment une tendance assez ancienne et régulière. Même si, il y a des moments où la courbe chute, selon les événements et selon le discours politique qui est tenu au moment des événements. D'accord. Alors du coup, comment est-ce qu'on explique la progression du vote nationaliste? Je parle bien de progression parce que je suis pas sûr que le nombre de votants augmente. Alors d'abord, dans un constat global d'une société plus tolérante, il y a des franges marginales, moins importantes, mais qui sont intolérantes. C'est pas parce que il y a une large majorité de gens plus tolérants qu'il n'y a pas à côté des gens qui sont particulièrement intolérants. Ensuite, sur le vote qui va vers l'extrême droite, on constate qu'il peut se faire sur d'autres critères que le rejet des étrangers et que la xénophobie ou le racisme. On peut voter Front National motivé par des critères économiques, sociaux, par ces aspects-là, et non pas sur des thématiques de rejet de l'autre. D'accord. Du coup, vous avez aussi expliqué dans votre conférence qu'il y a des catégorisations qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont été faites sur les nouvelles catégories qui sont moins stigmatisantes, qu'on pourrait utiliser pour nous situer dans notre milieu social? Alors nécessaire, je pense pas. En fait, la catégorisation, elle est assez naturelle. C'est-à-dire que le cerveau a besoin d'ordonner les choses. Mais après, le phénomène de catégorisation, il n'empêche qu'il est dangereux. Que catégoriser, c'est jamais anodin, et que si après on hiérarchise et on essentialise, on se retrouve dans des situations extrêmement dangereuses de racisme. Alors, on peut chercher. Il y a plusieurs pistes pour échapper à ça. On peut chercher à créer d'autres catégories pour détruire les anciennes, mais on est toujours dans la catégorisation. Exemple, si on crée la catégorie européen, on se dit les Allemands, les Français ne se feront plus la guerre. Oui, mais les Européens, ils vont peut-être rejeter ceux qui ne sont pas européens. Donc on est toujours dans un phénomène de rejet. Donc plutôt que de créer d'autres catégories, il faut peut-être chercher à décatégoriser et à montrer que le processus de catégorisation, il est construit historiquement, socialement, et qu'il est dangereux potentiellement. D'accord. Et du coup, comment on peut se situer sans ce processus de catégorisation au sein d'un milieu social, et comment on peut mesurer, distinguer les personnes?
eh bien, il faut exercer son esprit critique et se dire que, voilà, inconsciemment, parce que la société nous y incite, on catégorise les gens et qu'il faut porter un regard critique sur ces réflexes et ces stéréotypes qu'on véhicule parfois sans en prendre conscience. Et comprendre les mécanismes de construction de tout ça, ça me semble être vraiment quelque chose que tout le monde doit intégrer dès l'enfance. Donc ça passe par l'éducation, pour comprendre que, attention, ces catégories, elles sont construites, elles sont potentiellement dangereuses, etc. Ça passe par l'éducation, par la famille, l'école, l'éducation populaire ? Oui, par tous ces vecteurs-là. Donc la famille, on ne peut pas bien maîtriser, mais l'éducation populaire, il faut qu'elle retrouve sa place. Et l'école, pour moi, c'est une des priorités. On ne peut pas entamer une lutte contre le racisme efficace si on ne passe pas par cette réflexion sur la catégorisation, la hiérarchisation, l'essentialisation. Une approche strictement morale, à mon avis, est vouée à l'échec. D'accord. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport à ces questions-là ? Non, je vous remercie d'avoir donné la parole. Bien, je vous remercie. Au revoir. Et voilà que nous vous proposons une nouvelle pause musicale et nous vous proposons d'écouter Cesaria Evora avec Cape Verde Greets You. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Nous avons rencontré pendant la conférence Utopie et altérité Ali Guessoum, auteur, réalisateur et directeur artistique de l'association Remember. Avec son association, ils interviennent contre les discriminations grâce à l'humour. D'abord un extrait de son intervention, puis notre interview. À partir de ce que vient de dire Carole, de tous ces faits historiques liés à la racialisation, tu as parlé aussi de la colonisation aussi, ça a laissé des traces encore vives dans la perception, dans les rapports sociaux, dans les faits discriminants et la manière dont on jaillit et perdure encore les stéréotypes et les clichés. Et c'est à partir justement de ces clichés-là, de ces perceptions qu'on retrouve au quotidien. On les retrouve dans la mémoire collective. On les a cultivés, véhiculés dans les médias, dans la publicité. C'est à partir de ces éléments-là, moi, que je me suis attaché à travailler de façon à les inverser un petit peu, à les retourner comme un miroir pour en souligner les dégâts collatéraux et les dommages que ça peut causer pour les principaux concernés, les victimes des discriminations et du racisme. Donc ça a été un travail d'abord en images, d'images et de mots. Cette façon-là, en fait, d'aborder ces questions-là par l'humour, ça a permis aussi évidemment de libérer la parole lors de rencontres publiques et de servir d'outil pédagogique aussi dans les interventions dans les collèges et lycées. Et c'est une manière aussi d'aborder ces questions-là avec une autre ligne éditoriale que l'anxiogène et puis le discours banalisé, justement, qu'on a tendance à entendre dans les rédactions, repris par les hommes politiques. Et pour l'association que je représente, Remember, ça nous a permis de nourrir au gré des années une mallette d'outils pédagogiques qui nous permettent après de faire des interventions publiques ou de mettre à disposition ces outils-là pour d'autres associations, pour des instituts qui puissent aussi s'en servir pour les diffuser au plus grand nombre. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Ali Guessoum, je suis fondateur de l'association Remember, une fondation qui était une création qui date de 2011 et qui a pour but de valoriser la contribution et la mémoire de l'immigration en France et par là même de lutter contre les discriminations et le racisme à travers des outils de sensibilisation et des créations basées sur des créations artistiques telles que des expositions, des films et puis aussi des interventions
en médiation dans les milieux scolaires. Ce matin, vous nous aviez parlé de l'humour en tant que création d'exposition autour de l'humour, mais vous faites aussi des trucs qui ne sont pas forcément humoristiques, en termes d'exposition, en termes de mémoire. Oui, nous faisons... l'humour a été un des moyens et fait partie de l'ADN de l'association, mais pas exclusivement. Le registre de l'émotion s'exprime autrement, notamment à travers une autre action, une exposition qui s'appelle Hommage aux soldats coloniaux, en fait, et qui entend restituer un éclairage sur le rôle de ces oubliés de l'histoire. Et là, il s'agit plus d'un registre émotionnel de transmission historique. Et à travers des affiches, à travers aussi un film d'animation et des documentaires tirés des archives de l'armée, le CPAD en l'occurrence. Je ne sais plus qui avait dit que l'humour était de la colère, mais sous une autre forme. Est-ce que ça vous met en colère encore toutes ces remarques, toutes ces attitudes qui pouvaient être racistes ou discriminatoires? Je suis passé de la colère à la couleur. De passer ce stade-là, parce qu'on vieillit, on prend du recul, on a essayé d'avoir un avis et un regard distancié, puis surtout de produire du sens en lutte, en réaction, pour pouvoir faire en sorte de contourner ce sentiment d'injustice et de le restituer en quelque chose de positif qui puisse nourrir des générations qui, elles, sont beaucoup plus véhémentes, plus en colère, qui sont plus jeunes, et on essaie modestement leur donner des outils de compréhension, des outils d'analyse, d'aiguiser leur curiosité, leur sens aussi critique des médias, de se placer dans le curseur de l'histoire et de comprendre pourquoi ils sont là. Ouais, de changer le registre de la colère par un registre d'expression. Oui, de transformer cela en comme vous le faites, vous me tendez un micro pour m'exprimer. On le fait aussi, on tend des micros, on tend une caméra, on tend des stylos pour que la parole se libère et puis que y ait ce temps-là d'expression qui permet, à partir du moment où on commence à savoir raconter les choses, c'est une manière de mieux comprendre et une forme d'apaisement. Voilà. Ça ne résout pas tout, pour être utopiste, mais il y a déjà une manière de ne pas être dupe et de pouvoir localiser l'origine des problèmes et peut-être trouver des solutions ensemble sur la manière de les dépasser. D'accord. En termes d'humour, est-ce que vous faites un registre de blagues antiracistes? Si je fais un registre, c'est-à-dire? Non, mais est-ce que ça existe déjà de toute façon des blagues antiracistes, ou est-ce que c'est possible d'en créer, d'en imaginer? Si je pose cette question, c'est pas anodin parce que moi j'ai grandi dans un milieu où on me racontait beaucoup de blagues sur les Arabes, qui étaient souvent de fort mauvais goût. Je me suis rendu compte en grandissant que c'était blessant, que ça pouvait être que c'était stigmatisant et blessant et compagnie. Et je me suis demandé si c'était possible de renverser la vapeur en fait. Y a des gens illustres qui l'ont fait avant moi, qui l'ont fait depuis longtemps d'ailleurs. Si on réécoute Vacances à Marrakech de Guy Bedos, c'est un des exemples formidables et extrêmement bien réussis, aussi d'inversion, d'attitude raciste et ringarde du beauf qui va au Maroc et qui trouve qu'il y a trop d'Arabes, ou Coluche a repris le flambeau à sa manière, rappelez-vous du CRS arabe. Pierre Desproges, l'excellent aussi, avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, avec les rues de nos jours ne sont pas très sûres. Il a fait il a écrit des textes magnifiques où c'est foutu de se rappeler du sketch où il démarre en demandant s'il y avait des juifs dans la salle. Et j'en passe encore, voilà. Donc pour moi, voilà, c'est des exemples marquants d'observateurs aiguisés de dérives et qui, dans leur art, ont permis de localiser justement cette connerie-là et de pouvoir de la retourner, en tout cas de la démonter. Donc voilà des exemples, anti-Michel Leb, quoi. Je veux dire, c'est l'inverse total de. Je dirais presque aussi anti-Smine parce qu'il n'était pas. Oui, il y avait certains sketchs qui n'étaient pas très clairs non plus, quoi.
Oui, je pense qu'il a dû c'est certainement égaré, mais après il avait peut-être le mérite au moins d'exister, de faire partie des premiers humoristes issus héritiers de l'immigration. Donc il a je crois que l'humour, à partir du moment où il devient un business marchand, c'est comme tout, il se perd. Donc c'est peut-être ce qu'il a perdu peut-être à un moment donné, comme peut-être aussi Jamel Debbouze dans un autre registre. Je citais avant d'autres illustres prédécesseurs parce qu'ils n'en ont pas fait. Et je crois qu'il y avait une profondeur intellectuelle qui était beaucoup plus intéressante et qui évitait de se perdre en chemin intellectuel. C'est-à-dire que bon, après on est dans une ère d'image, on est dans une ère de captation et aussi dans un monde où tout se marchande. Il y a une industrie du rire. On fait du rire communautaire, on fait du rire, c'est vraiment marketingisé en fait. On a l'impression qu'il y a des rayons par catégorie sociale. Et quand ça devient un marché, ça n'est plus intéressant, quoi. Ça doit être une nécessité d'expression pour lutter contre quelque chose, ou dénoncer, ou dire. Mais si ça devient un marché, c'est un peu plus dangereux, quoi. Donc ça nous éloigne du sens, parce qu'on va privilégier que la forme. D'accord. J'ai une dernière question. Vous avez dit dans votre prise de parole tout à l'heure qu'il y a 300 mots de la langue arabe et du persan dans la langue française. Je pensais qu'il y en avait plus. C'est vraiment tout ? Je crois qu'il y en aura peut-être un peu plus. Je suis sûr qu'il y en a au moins 350. Ça, c'est une certitude. Il y en a le double dans la langue espagnole. 8 siècles, ça crée des liens. Mais c'est à vérifier scientifiquement. Je crois qu'il y avait un ouvrage de Salah Gamrich qui avait fait justement le dictionnaire des mots arabes. Et lui, il en avait recensé 350. Mais peut-être qu'en creusant, il y en a davantage. Alors, entre-temps, il y en a qui sont apparus dans la langue française depuis 15-20 ans. Je pense qu'il y a une forme langagière issue des quartiers aussi qui fait que le wesh devient... fréquent, c'est aussi un mot arabe, donc peut-être que entre temps il y en a peut-être au moins une cinquantaine qui sont rajoutés de plus. Si j'ai une toute dernière question qui me vient à l'esprit là maintenant, parce que je sais que culturellement la science occidentale s'est beaucoup nourrie de la science arabe. Enfin, du monde, de tout le monde arabe. On parlait de l'Espagne, toute l'Afrique du Nord, voire même dans les pays arabes. Est-ce que c'est regrettable maintenant qu'on ne sache pas d'où ça vient tout notre savoir, toute notre science moderne ? Bien sûr, c'est regrettable. Tout effort de mémoire est indispensable justement pour insister sur une chose. Cela appartient au patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a tous bénéficié de l'avancée. Universelle de la réflexion et de la civilisation grecque, romaine, égyptienne, plus tard arabe, maghrébine, autour de l'Andalousie. Et il n'y aurait pas eu la Renaissance italienne s'il n'y avait pas eu justement ces effets au niveau artistique en tout cas, et puis évidemment sans parler des progrès en médecine, en astronomie, en mathématiques. Et c'est effectivement dommage qu'on occulte ce passé qui n'est pas, je le répète, qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Donc on doit, si on parle d'universalisme, il faut l'appliquer pour tous et donc restituer en partage cette mémoire commune. D'accord. Est-ce que vous avez encore un mot à dire ? Je vous remercie. Moi aussi, merci. Et voici venu le moment d'une dernière pause musicale avec Taraf de Haydouks, Douba Douba Si Ora. De retour sur de Strasbourg d'ailleurs, pour finir, nous vous proposons d'entendre l'intervention de Nedjib Sidi Moussa, docteur en sciences politiques et enseignant à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. C'est l'auteur du livre La fabrique du musulman, dont il va nous raconter l'origine, la genèse et les idées phares. Mais j'interviens donc pas en tant qu'universitaire, mais en tant qu'auteur, puisque j'ai commis un petit essai politique. Je précise bien politique, puisque j'assume mon engagement et mes convictions. Je me cache pas derrière une neutralité, sachant que ce petit livre n'est pas le produit de mes recherches. Ce que je propose de faire en quelques minutes, très rapidement, c'est peut-être d'expliquer le contexte qui m'a amené à écrire sur une question
sur laquelle je ne suis pas spécialiste et je ne veux surtout pas être spécialiste de cela, et expliquer en 2-3 mots ce qu'on trouve dans le bouquin et peut-être en un mot les quelques réactions qu'il y a pu avoir suite à la publication de l'essai. Alors le contexte qui m'a amené à écrire ce livre, il y a plusieurs éléments qui sont importants, parce que je l'ai écrit durant l'été 2016. Il y a eu deux polémiques aussi qui m'ont particulièrement touché ou interpellé. Il y a eu d'une part ce qu'on a appelé l'affaire Kamel Daoud, donc un journaliste et écrivain algérien qui, suite à un texte, je l'ai dit, on peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord avec ce qui a été dit, qui a été publié dans Le Monde sur les agressions sexuelles qui avaient eu lieu à Cologne, a suscité une réponse d'intellectuels qui, voilà, c'est pas une confidence, mais pour une partie d'entre eux sont mes amis, et cette réponse d'universitaires qui critiquaient le texte comme étant islamophobe, comme pavant la voie à l'extrême droite, etc., etc. Des choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. A suscité un débat parmi les intellectuels, et très vite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu la constitution de 2 blocs, en réalité, très manichéens. D'un côté, entre guillemets, les islamo-gauchistes, sachant que islamo-gauchiste, c'est un stigmate, ça renvoie pas à un courant existant réellement dans la société, et de l'autre côté les intégristes républicains, ce qu'on appelle parfois les laïcards, etc., et qui fait d'ailleurs penser, pour ceux qui se rappellent un peu des débats dans les années 90 sur la guerre civile algérienne, entre les éradicateurs et les réconciliateurs. C'est un petit peu ça, le deux camps manichéens et qui s'excluaient l'un l'autre, et qui pour moi étaient deux impasses, et qui sont toujours 2 impasses. Donc ce débat que j'ai particulièrement suivi parce que mes amis étaient à l'initiative de ça et que j'avais refusé de les accompagner dans leur démarche, qui montrait que dès qu'on mettait sur un titre d'article ou de livre ou dans les médias les mots islam, musulman, femme et autres, ça montrait le climat extrêmement sensible dans la France post-attentat. Et peut-être aussi plus marginalement, mais aussi autrement significatif, il y avait eu les débats, les quelques réactions consécutifs à la publication du livre de la porte-parole du Parti des Indigènes de la République. Et moi, ce qui m'avait davantage surpris, c'était justement la surprise de certaines personnes qui se démarquaient de cet auteur, dans le sens où il semblait découvrir en réalité les thèses qu'elle véhiculait depuis quelques années déjà. Donc quand on était au courant des différentes prises de position ou des différents coups d'éclat dans les médias ou dans certaines tribunes, la surprise des surpris était surprenante, voilà, pour faire vite. Donc disons que c'est un peu tous ces éléments-là qui m'ont amené à un peu réfléchir à la question, à en parler à un ami qui m'a présenté un éditeur, sachant qu'encore une fois, je n'avais pas pour projet d'écrire un livre là-dessus. Mais en discutant, on était assez d'accord sur le fait que dans les milieux intellectuels, et en particulier à la gauche de la gauche, c'est ma famille politique, je le cache pas, il y a des débats très vifs et en même temps une extrême confusion autour de l'islam, autour des musulmans, autour de la reconfiguration de l'antiracisme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle d'opposition entre antiracisme moral, antiracisme politique, et au cœur de cela, il y a notamment la question de l'usage ou de la pertinence de l'usage de la notion d'islamophobie ou pas. Est-ce qu'il faut préférer racisme anti-musulman, sachant qu'il y a des débats très importants derrière l'usage de ces 2 termes. Donc j'étais amené à écrire ce petit livre, et qui, excuse-moi, une petite pause, qui en fait un peu à côté de ce qui s'est fait, on a eu un peu l'occasion d'en parler, des travaux de sociologues qui ont démontré comment se construisait un problème musulman dans l'espace public, qui mettait en exergue le rôle des médias ou le rôle de l'administration de l'État. Moi, j'estimais que c'était en fait plus grave ce qui se passait dans ce pays,
C'était pas seulement la problématisation de l'islam, la diabolisation des musulmans. Je pense que c'est plus grave que ça. Je pense qu'on est en train de fabriquer des musulmans, en fait. Et quels musulmans on fabrique, de mon point de vue, hein, c'est une analyse, hein, c'est pas à prendre ou à laisser, ça peut se discuter. Donc c'est pas des musulmans minuscules qu'on produit, qu'on fabrique. Musulmans minuscules, vous savez, en langue française, on distingue islam majuscule et islam avec un i minuscule. Donc quand c'est le i minuscule, ça renvoie à la croyance, hein, à la religion, et quand c'est avec un i majuscule, ça renvoie plus à la culture. Et moi, je fais la distinction donc entre, à mon avis, on ne fabrique pas des musulmans minuscules, on ne fabrique pas des croyants, hein, de mon point de vue, mais on est en train de fabriquer des musulmans avec un M majuscule. C'est-à-dire qu'on est en train de produire dans ce pays une sorte de sous-groupe national au contour flou et qui serait renvoyé à une culture ou une identité musulmane. Donc ce ne sont pas forcément des gens qui prient, qui croient en Dieu, etc., mais on va les assigner, on va les renvoyer à un statut musulman, comme ça a pu exister. Il y a eu la nationalité musulmane qui existait dans la Yougoslavie de Tito. Hein, il y avait aussi un statut musulman, sans remonter nécessairement à l'histoire coloniale. Hein. Il faut parfois aussi essayer de faire des détours, voir ce qui se passe par ailleurs. Donc, à mon avis, on est en train de fabriquer du musulman. Et ceux qui fabriquent le musulman, c'est pas seulement l'État ou certaines institutions de l'État. C'est pas forcément l'extrême droite, sachant que il y a différentes extrêmes droites. Il y a une extrême droite qui est islamophile et une extrême droite qui est islamophobe. L'extrême droite islamophobe, ce sera plutôt les identitaires, et l'extrême droite islamophile, ce sera des gens comme Alain Soral, par exemple, qui ont une influence non négligeable. Ceux qui fabriquent les musulmans, c'est aussi, de manière paradoxale, une certaine extrême gauche ou l'extrême gauche. À partir du moment où elle prend la défense des musulmans attaqués par l'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle les désigne comme tels, comme musulmans, elle participe de ce processus-là. C'est-à-dire des gens qu'elle a jusqu'alors qualifiés comme étant, hein, c'est une évolution historique d'ailleurs, c'est intéressant les différents extraits vidéo parce qu'on voyait que selon les générations, c'était pas les mêmes mots qui étaient utilisés. D'après ce que je me souviens, quand on avait l'atelier chez les lycéens, ils parlaient des musulmans, mais parce que l'atelier était focalisé sur l'islam. Et dans un extrait que tu as montré, c'est quelqu'un qui devait avoir 40 ans, 45, une personne d'origine tunisienne, parlait du mot arabe. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est passé de l'ouvrier nord-africain au travailleur arabe, aux musulmans. Donc, effacement de l'origine géographique et effacement du rapport au travail et à l'exploitation. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça témoigne de la décomposition du mouvement ouvrier, donc effondrement du bloc soviétique, du mouvement communiste, mais aussi de la social-démocratie. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que le mouvement communiste, il y a aussi la social-démocratie qui s'est effondrée en Allemagne, en France et ailleurs. Il faut aussi voir les dynamiques politiques qui se passent sur la rive sud de la Méditerranée, dans le sens où il y a eu une hégémonie islamiste qui est encore plus ou moins, cette hégémonie est un peu remise en cause, mais elle a été très forte quand même ces dernières années. Donc, les idéaux qui ont été portés par le nationalisme arabe laïque ont été effacés. L'influence que pouvaient encore avoir des intellectuels marxistes dans le monde arabe, eh bien aujourd'hui, elle est quasiment réduite à peau de chagrin. Hein. Il y a quasiment plus rien, plus d'espace. Et donc, et cette hégémonie islamiste sur la rive sud de la Méditerranée, elle s'est aussi traduite par une influence dans les diasporas sur la rive nord de la Méditerranée. Donc, à mon avis, il faut prendre en considération tous ces éléments pour comprendre ce qui s'est passé et l'accélération de cette fabrique du musulman ces dernières années en France. Je donne souvent un exemple dans la présentation que j'ai pu faire. La présentation jusqu'à présent, c'était uniquement dans les milieux militants d'extrême gauche. Là, je ne préjuge pas des opinions des personnes présentes ici, mais j'ai discuté essentiellement avec oui, pas de problème, avec des militants libertaires ou marxistes. Vous vous rappelez peut-être d'une étude qui avait été réalisée par l'Institut Montaigne. C'était à l'automne 2016, si je ne me trompe pas. Je rédigeais la préface du livre à ce moment-là, avant l'impression. Et c'était une enquête sur l'islam de France. Ça vous dit quelque chose ou pas? Donc, comme d'habitude, hein, on fait une étude ou un article sur l'islam. Une certaine droite, une certaine extrême droite s'affole.
c'est horrible. 30% des musulmans de France veulent l'application de la charia plutôt que l'application des lois de la République. Ces gens-là sont inintégrables, etc. Et de l'autre côté, on a une certaine presse de gauche qui dit « Mais non, mais c'est génial, regardez, les musulmans de France, ils sont intégrés. » Parce qu'il y a justement la majorité, ils acceptent les lois de la République plutôt que la charia. Donc tout va bien. Donc voilà, encore cette approche complètement manichéenne, opposition stérile. Donc ou bien on se fait peur avec les musulmans, ou bien on se rassure. Il y a aussi ces côtés-là. On a souvent parlé de la question de la stigmatisation, mais il y a aussi l'immigré ou l'étranger ou le musulman suscite aussi des fantasmes très positifs. C'est peut-être le côté plus paradoxal ou plus ambivalent, mais il n'y a pas que de la peur ou du rejet. Enfin, c'est le petite parenthèse qu'on pourrait développer après lors de l'échange. Mais donc, pour en revenir à cette étude de l'Institut Montaigne, petite déformation professionnelle, je vous dis mais bon, comment est-ce qu'ils ont fait leur échantillon? Sur quoi ils se sont appuyés pour dire que 30% des musulmans de France sont pour la charia, etc. Et 70% pour les lois de la République. En fait, on se rend compte que les personnes interrogées, dans leur majorité, voire leur grande majorité, sont des personnes qui se déclarent musulmanes. J'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où on se déclare musulman et que c'est un sondage sur les opinions politiques des musulmans de France, c'est tout à fait cohérent. Sauf que, à cette base-là, pour constituer leur échantillon, ils ont ajouté des personnes de culture musulmane. Donc, musulmans, personnes de culture musulmane, est-ce que c'est tout à fait la même chose? Et ils ont aussi ajouté des personnes qui ont au moins un parent musulman. Donc là, déjà, on part sur quelque chose de plus flou et, à mon avis, de beaucoup plus dangereux, qui témoigne, à mon avis, de cette fabrique du musulman. Voilà, notre émission est finie. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs et la page Facebook du Conseil des résidents étrangers. Tout de suite, nos amis d'Afrique Hebdo.